Bonjour à tous, me revoilà avec les mots bourlingués et 2 histoires sur le temps de Noël. La première s'intitule « Conte de Noël ». Une nuit de Noël, papa est parti. Je crois qu'il a laissé un mot. Il n'a rien emporté. Le lendemain, maman a dit qu'il était sans doute à l'autre bout du monde. J'ai regardé dans un livre. De l'autre côté, c'est l'Australie, à 20 000 kilomètres. 12 730 si on passe par le centre de la Terre. L'année dernière, papa nous a envoyé une carte postale d'Indonésie. J'ai repris l'atlas pour évaluer la distance qu'il avait parcourue et celle qu'il lui restait pour nous retrouver. Je sais résoudre les équations à 3 inconnus, multipliées avec plusieurs chiffres, avant et après la virgule. Diviser le plus petit par le plus grand. Je sais calculer le cosinus d'un angle, la longueur de l'hypoténuse. Je connais les nombres relatifs, les racines carrées, la propriété de Thalès, le théorème de Pythagore. J'apprends ça dans les livres de Mathilde, quand je m'ennuie. Mathilde, c'est ma sœur. Elle n'aime pas ça que je regarde dans ses livres. Alors, je les cache sous mes draps, avant qu'on éteigne la lumière. Dans le noir, je ne bouge plus d'1 millimètre. Je guette la régularité de son souffle. J'attends quelques minutes, et puis j'attrape la lampe de poche glissée sous mon oreiller. Mathilde, quand elle se fâche, elle m'appelle Madame Super QI, avec un ton qui vient de très haut. Elle jette mes baskets à travers la chambre, et puis ma collection de cailloux pointus, et puis mon cahier où j'écris les chiffres que je préfère, et aussi mes secrets. À cause de moi, elle s'est fait coller plusieurs fois parce que parfois j'oublie de remettre son livre de maths dans son sac. Quand elle est en colère, elle dit qu'elle en a marre de moi. Et puis, après, elle me demande pardon, parce qu'elle sait que mes yeux, je ne les ai pas choisis, ces yeux qui me mangent le visage et qui engloutissent tout, et que je donnerai tous les livres pour être comme les autres, dans cette innocence, que je donnerai tous les livres pour croire encore au Père Noël. Maman, elle dit que je sais trop de choses, et puis que c'est dangereux de grandir trop vite, parce qu'après le cerveau prend toute la place. Madame Vedel m'a fait faire des tests, mais maman a refusé que je saute une 2e classe. Moi, ça m'est égal. Ici ou ailleurs, la vue est la même. Je regarde par la fenêtre les arbres nus, la grande cour quand elle est vide, les lignes blanches du terrain de basket, quelques papiers froissés qui traînent et la lumière blanche de l'hiver. Dans la rue, je m'arrête devant les vitrines. J'observe la buée qui sort de ma bouche. Je cherche autour de moi quelque chose qui échapperait à la connaissance, à la mémoire. Quelque chose qui ne se calculerait pas, ne se formulerait pas, ne s'expliquerait pas. Madame Vedel nous demande d'apprendre par cœur des poésies, ou bien des règles de grammaire, ou bien des tables de multiplication. Mais moi, je sais qu'on apprend avec la tête, et pas avec le cœur. Et mon cœur, parfois, je me demande si je ne l'ai pas perdu. S'il reste une petite place à l'intérieur de moi, avec tous ces chiffres exponentiels. Parfois, mon cœur, j'ai peur qu'il n'en reste plus. Ou alors, un tout petit, rabougri, sec. La souris de Mathilde s'appelle Pocus, et la mienne, Balthazar. Balthazar, je sais qu'il s'ennuie tout seul dans sa cage. Alors parfois, quand maman et Mathilde ne sont pas là, je les mets ensemble pour qu'ils discutent. Je trouve ça trop triste d'être tout le temps tout seul. Nous, même si on est triste que papa soit parti, ce n'est pas pareil, parce que Mathilde, quand elle rentre, elle met des disques et on danse toutes les deux devant le miroir de sa chambre, et puis on fait des farces au téléphone, et plein de potions magiques à base de Nesquik. Et puis maman, le soir,
Elle a toujours des tas d'histoires de son travail à nous raconter, ou alors des histoires de quand elle était toute petite et qu'elle faisait exploser des pétards dans les bouses de vache. Je ne crois pas que Balthazar soit de sexe masculin, contrairement à ce que nous avait dit le marchand. Ce soir, c'est Noël, et Balthazar a accouché de 9 larves roses et lisses. Maman n'est pas encore rentrée. Elle a téléphoné pour dire qu'elle avait quelques courses à faire pour le réveillon. Avec Mathilde, on avait prévu de lui faire une surprise. On a rangé notre chambre, passé l'aspirateur, on a mis la table, on est allé chercher la nappe blanche damassée qui vient de chez Mamidou et les serviettes en tissu qui sont assorties. On a fermé les rideaux pour que le salon paraisse plus chaleureux, comme à l'intérieur d'une coquille, avec la guirlande lumineuse qui clignote sur le sapin. On a préparé plein de cadeaux emballés dans du papier crépon. Mathilde est descendue au bazar pour acheter des bougies dorées. Je suis entrée dans la chambre pour enfiler ma jupe rose, celle qui vient de Marion, la fille de la voisine. Marion, elle est trop belle. Elle a toujours de beaux habits, des jupes longues et des pulls de toutes les couleurs. Et quand ils ne lui vont plus, elle me les donne. Dans le silence, j'ai entendu des petits cris, vraiment tout petits, à peine audibles. Des cris minuscules qui venaient de la cage de Balthazar. J'ai soulevé le coton hydrophile et j'ai découvert, collé contre son ventre, 9 boules roses sans poils. On distingue juste des petits points noirs. Ce doit être leurs yeux. J'ai compté. 9. Ça m'a paru beaucoup. Je veux dire que pour une seule souris, c'est vrai que j'avais remarqué que Balthazar avait un peu grossi ces derniers temps. Mais maman, elle dit que c'est normal de grossir un peu l'hiver. D'ailleurs, elle, c'est pareil. J'ai attrapé l'encyclopédie des mammifères que Mamidou m'a offerte à Noël dernier, mais je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir. J'ai entendu la clé de Mathilde dans la serrure. Et alors là, d'un seul coup, j'ai compris que j'avais fait une grosse bêtise et que par conséquent, j'étais dans une situation très délicate. Je ne pense pas que maman ait mentionné 9 souris dans la liste de Noël. Je ne pense pas que cela puisse faire partie des surprises, au même titre que le crocodile en perles que je lui ai fabriqué. J'ai imaginé l'engueulade de maman. Parce que maman, quand elle se fâche, c'est pour de vrai. Surtout quand elle est fatiguée, ou qu'il y a grève dans le métro, ou quand sa chef Nicole lui a demandé des tas de trucs toute la journée et qu'elle en a plein les jambes. À peine entrée dans ma chambre, Mathilde s'est arrêtée net. La cage était ouverte. Elle a vu tout de suite. Elle m'a jeté un œil noir, mais alors là, vraiment très noir. « Elsa, tu les as mis ensemble ?»« Un tout petit peu. » Mathilde, elle est au collège. Elle a l'esprit très pragmatique. Elle s'est précipitée sur le téléphone pour appeler sa copine Cécile, qui s'y connaît vraiment beaucoup en souris, parce que son père tient une animalerie sur les quais. Cécile a dit qu'il n'y avait pas 36 solutions. Il faut prendre du coton et l'imbiber avec de l'éther, ou bien de l'eau de javel, ou bien du dissolvant, et mettre les bébés dedans. Ils s'endorment et ne se réveillent jamais. Mathilde, elle est très pragmatique, mais elle pleure pour un oui ou pour un non quand on regarde des dessins animés ou des séries à la télé. Maman dit qu'elle est trop sensible pour son âge. Elle s'est retournée vers moi et j'ai compris. Elle s'est dirigée vers la salle de bain, je l'ai entendue ouvrir et refermer les placards. Elle est revenue avec un paquet de coton et une bouteille à la main qu'elle m'a tendue avec un air qui dissuadait toute forme de contestation. Je sais que dans la vie, il faut assumer les choses qu'on fait, surtout quand ce sont des bêtises. Madame Vedel, elle dit que ce n'est pas le tout de s'excuser ou de demander pardon. Il faut essayer de réparer. Je ne vois pas très bien comment on peut réparer 9 minuscules souris qui sont sorties du ventre de Balthazar. Je ne vois pas très bien non plus comment je pourrais tuer 9 minuscules souris le soir de Noël avant que maman rentre. Noël qui est la fête de la naissance de Jésus, qu'on y croit ou non. Noël qui est la fête de la paix et de l'amour. C'est Madame Vedel qui nous l'a dit.
sans parler de Balthazar qui porte le nom de l'un des rois mages. Mathilde m'a laissée toute seule dans la chambre pour faire le sale travail. Elle a refermé la porte derrière elle. Le téléphone a sonné, c'était encore maman. À travers la porte, Mathilde m'a crié « Elle est là dans 10 minutes !» J'ai ouvert l'encyclopédie des mammifères. La souris est un rongeur muridé voisin du rat. Elle a une espérance de vie moyenne de 2 ans et sa gestation varie entre 18 et 21 jours. En une année, une souris peut avoir 8 portées de 5 à 10 petits. Au dos de la carte, papa avait mis son adresse. On n'a jamais écrit. Une fois, maman avait dit à Mamidou que papa était parti parce qu'il ne supportait pas la promiscuité. J'avais regardé dans le dictionnaire. Je le fais souvent pour apprendre de nouveaux mots. Je suis sortie de la chambre. J'avais l'air affligée. J'en suis sûre parce que j'aime bien ce mot, affligée. C'est comme consterné. On sent tout de suite quelque chose de grave quand on les dit. J'ai jeté un gros paquet de coton dans le vide-ordures. J'ai pris le liquide vaisselle pour me laver les mains. J'avais l'air de quelqu'un qui vient de commettre l'irréparable. Ça, j'en suis sûre. J'ai serré la mâchoire de toutes mes forces, comme dans les films. Mathilde me regardait. Elle n'a pas posé de questions. J'ai entendu le bruit de l'ascenseur. Quand maman est rentrée, elle était belle et parfumée. Elle avait mis ses talons qui sont très hauts et son grand manteau noir avec de la fourrure au col. On dirait une princesse russe. Je suis sûre qu'elle a un amoureux ou un soupirant parce que souvent quand le téléphone sonne, elle prend sa voix très douce et elle dit « Je te rappelle quand les filles seront couchées. » Ça fait 730 jours que papa est parti. Pour le réveillon, on a mangé des tartines avec des œufs de limpe dessus. J'ai essayé de les compter, mais maman n'a pas voulu. Des feuilletés aux fruits de mer et de la salade de plusieurs couleurs. Et pour le dessert, maman avait acheté des glaces à nos parfums préférés. Après le dîner, j'ai annoncé solennellement que j'allais écrire une carte à papa. Parce que j'ai lu dans un livre que pour Noël, il faut faire une trêve, même quand c'est la guerre. Cher papa, j'espère que tu vas bien. Nous, ici, c'est Noël, et il va peut-être neiger cette nuit. Si jamais tu veux revenir, je te préviens qu'il y a quelques changements qui risquent de t'étonner si tu n'aimes pas tellement la promiscuité. Ce soir, nous sommes 14 à la maison. Je ne compte pas le soupirant de maman, il n'est pas encore venu. D'après mes calculs, nous serons environ 23 430 l'an prochain. Et à peu près 40 millions l'année d'encore après. Je croyais que j'avais un cœur tout racorni à cause des calculs qui se font dans ma tête. Mais en fait, j'ai un cœur qui est vraiment gigantesque, plus gros que la plus vertigineuse des multiplications. Je n'ai pas pu tuer les souris. Je t'embrasse. Elsa. C'était Conte de Noël de Delphine de Vigan. Et maintenant une seconde histoire de Robert Benchley, et le titre de cette nouvelle est Grandeur et décadence de la carte de vœux. Il y a tout juste 25 ans, le 21 décembre 1685 pour être exact, un homme nommé Ferderbert, après une semaine passée en voyage d'affaires, réalisa soudain qu'il n'avait pas pensé à acheter un seul cadeau de Noël pour sa famille et ses amis. Plus encore, à l'issue de ce voyage, il ne lui restait plus, en tout et pour tout, que 80 cents, 2 talons de billets de théâtre et une chaussure droite. Alors, il découpa des morceaux de papier cartonné à la dimension d'enveloppe et écrivit sur chacune des cartes quelques pensées relatives à la saison. Se sentant encore un peu sonné par son périple, il pensa qu'il serait joli de faire rimer ses pensées, même si, comme il l'admit volontiers lui-même avec un sourire modeste, « je ne suis pas un poète ». La carte que reçut sa tante portait l'inscription suivante. « Juste une petite pensée pour un joyeux Noël et une très bonne année ». Il fut tellement satisfait de sa trouvaille
qu'il se contenta de la recopier sur les autres cartes. Puis il se prit à son propre jeu et dans un élan d'enthousiasme alla jusqu'à dessiner un brin de houx sur chaque carte. Il les posta la veille de Noël et découvrit qu'il lui restait encore 28 cents en poche. Cet homme, ce Ferderber, est aujourd'hui recherché dans 32 États du pays, au même chef d'accusation. Création de la menace des cartes de vœux. Son idée frappa en effet aussitôt l'imagination du public. Et, dès le Noël suivant, tous ses parents et amis envoyèrent des cartes à leurs parents et amis. Car, prenant pour argent comptant le vieux mensonge selon lequel ce n'est pas tant le cadeau qui compte que l'intention, blablabla, ils eurent l'impression qu'ils feraient plus plaisir aux gens en leur adressant un geste amical qu'un vilain petit cadeau. Certes, pendant un temps, cette nouvelle coutume apporta un réel soulagement. Mais la situation ne tarda pas à devenir incontrôlable. De grandes entreprises fabriquant des cartes de vœux poussèrent comme des champignons à travers tout le pays, s'arrachant à prix d'or les sites industriels jouxtant une voie ferrée dédiée au fret pour y installer leur usine. Des millions et des millions de cartes furent imprimées, et des millions de personnes se mirent à se les envoyer les unes aux autres. Aux environs du 15 décembre, la nuée néfaste se propagea, et, telles des sauterelles, les enveloppes commencèrent à s'abattre sur la poste. 75 000 facteurs supplémentaires furent embauchés, mais, en fin de compte, le gouvernement dut se résoudre à réquisitionner tous les hommes de moins de 25 ans qui n'avaient pas les pieds plats. Or, même avec ces renforts, toutes les cartes de vœux de Noël ne purent être délivrées avant le jour de l'an. Et entre-temps, le flot des cartes de vœux du Nouvel An s'était déversé car tous ceux qui en avaient reçu pour Noël de la part des gens à qui ils avaient omis d'en envoyer se précipitèrent pour acheter des cartes de vœux de bonne année afin de les leur poster la semaine suivante, comme si c'était ce qu'ils avaient prévu de faire depuis le début. Il devint bientôt impossible de lire toutes ces cartes, et finalement même de les ouvrir. De grosses piles d'enveloppes fermées recouvrirent les bureaux et les tables des salons dans tout le pays. Certains citoyens, parmi les plus riches, firent construire devant leur maison des glissières dans lesquelles les facteurs balançaient les cartes qui atterrissaient alors directement dans le fourneau. En revanche, les gens plus pauvres, qui n'avaient pas les moyens de convertir par ce procédé leur courrier en combustible, incapables même parfois de se déblayer un passage reliant leur porte d'entrée à la rue, finirent souvent par mourir de faim avant que des provisions ne parviennent jusqu'à eux. L'hiver 1927 fut surnommé l'hiver de la mort rouge, car des familles à travers tout le pays furent ainsi submergées d'enveloppes et périrent avant qu'on puisse leur apporter de l'aide. Dans certaines villes, des incendies se déclenchèrent accidentellement, dont les conséquences furent trop horribles pour qu'on les relate ici. Mise à jour d'artefacts d'une valeur scientifique inestimable. Des archéologues qui effectuaient des fouilles dans le Middle East en creusant à travers des monticules d'enveloppes pétrifiées ont récemment mis au jour des documents qui nous apportent un éclairage scientifique sur la nature de ces objets d'art. Le motif qui semble avoir été le plus populaire est une cheminée à laquelle sont suspendues des chaussettes, avec le slogan à l'évidence satirique « Joyeux Noël et bonne année ». Les chandelles étaient également fort appréciées comme éléments décoratifs, les chandelles et les cloches. Lorsque des figures humaines sont représentées, elles sont en général très déplaisantes. Des hommes petits, gros et barbus, vêtus de rouge. De jeunes enfants en pyjama portant des bougies allumées avec une gaieté agressive. Des diligences pleines à craquer de voyageurs. Des balades en traîneau et des descentes en luge. Enfin, des musiciens de rue cassant les oreilles des résidents avec leurs chants de Noël. Le texte des légendes était d'ordinaire rédigé dans une typographie vieillotte, ce qui les rendait heureusement difficiles, voire impossibles à déchiffrer.
Selon toute probabilité, la tendance commença à s'inverser lorsque quelqu'un, peut-être même un descendant du Ferderbert qui avait déclenché cette vague de détresse dans le pays, eut l'idée de déverser sa bile dans ses cartes de vœux pour Noël. Il se dit que, puisque personne ne les lisait de toute façon, il pouvait aussi bien écrire ce qu'il ressentait réellement, tant qu'il l'écrivait dans une typographie vieillotte. Il en tirerait au moins une satisfaction personnelle. Ainsi, à proximité du sommet de ces monticules de cartes datées de l'ère début du XXe siècle, on en a découvert plusieurs de cet ordre. On a par exemple l'image d'une guirlande de houx avec un gros marteau planté dedans et la légende suivante. Meilleurs vœux de Rougeole, Noël 1931. Une autre montre une petite chaumière nichée au sommet d'une colline enneigée qu'éclaire le soleil couchant. Sur la chaumière, une pancarte où est écrit « À vendre ». Le sentiment exprimé dans les vœux était le suivant. « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté. » Une carte du Nouvel An rehaussée de l'inscription « Meilleurs vœux » en relief était libellée comme suit. « Si je ne vous vois pas en 1933, 1934 sera bien assez tôt pour moi. » Aussitôt que cette mode se mit à prendre, la tendance s'inversa complètement. Les sentiments exprimés jusqu'alors modérément grinçants devinrent graduellement de plus en plus agressifs. On a retrouvé une carte datée de 1938 qui disait « En cette veille de Noël, je veux que tu sois conscient que si tu ne déposes pas 50 000 $ dans la boîte 115 avant le Nouvel An, je vendrai tes lettres, espèce d'escroc, au plus offrant. » Une autre, au milieu d'une couronne de gui, portait cette légende fort explicite. « Surveille ta femme. » Il n'y avait plus guère qu'un pas à franchir pour en arriver aux insultes et aux obscénités. Aussi, à ce stade, les ligues de vertu s'interposèrent. Elles menèrent une campagne dans tout le pays qui, à la différence d'autres campagnes de tempérance, reçut le soutien de la majorité de la population. Une année à peine suffit pour convaincre les 2/3 requis du corps législatif fédéral de consentir à voter un amendement à la Constitution interdisant la fabrication et la vente de cartes de vœux. Comme on pouvait s'y attendre, cette loi fut suivie d'une brève période de développement de la contrebande. Mais ce marché noir ne suscita jamais de réel enthousiasme et finit à son tour par disparaître. Ce qui précède n'est en fait qu'un bref rappel historique de ce qui a été accompli par le passé, afin de préparer le lancement d'une campagne de grande envergure contre la fabrication et la vente de tous les cadeaux de Noël, à l'exception des jouets. Ce que nos pères ont accompli, nous pouvons nous aussi l'accomplir. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous et je vous donne rendez-vous au mois de janvier. À bientôt. Ciao!